Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Cocorico de ce matin, mercredi 16 juillet 2025. C'est vraiment une grande joie pour moi de vous retrouver encore. Ça fait beaucoup de jours. On est de retour pour vous servir toujours avec le même plaisir. Nous sommes ensemble avec nos invités qui sont déjà là et la grande équipe est au grand complet, sauf Marius Munga qui ne sera pas avec nous. Ce matin, nous sommes déjà avec M. Charles Dumont Jawimbi, André Junior Moumaka. Bonjour à vous. Bonjour Jean. Après une escapade, faut le dire, une escapade dans le Congo central. Dans le Congo central. Oui, ça a été. Oui, ça a été. Ouais. On va revenir sur certains points forts de ces voyages. André Junior, vous m'avez beaucoup manqué, vous aussi. J'ai suivi la fois passée. Oui, tu nous as beaucoup manqué, mais on n'a toujours pas nos mi-Congo. C'est comme ça qu'on l'appelle. Moi, j'attendais des fruits. Je t'en veux quand même. La saison de fruits, il faut se nourrir beaucoup de fruits pour avoir beaucoup de vitamine C et résister au froid. Ouais, c'est ce que la médecine nous recommande en ces temps de froid. Vous l'avez déjà vu, notre invité, notre tout premier invité, mais il va parler tout à l'heure. C'est donc, on va devoir parler au cours de cette émission, c'est justement la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Trump annonce donc la rencontre dans 2 semaines de 2 présidents, Tshisekedi et Paul Kagame à Washington pour la finalisation du dit accord, malgré les tensions vives enregistrées récemment entre Kinshasa et Kigali, plus précisément avec la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame. Justement, sous quel rythme cette rencontre va se tenir? Entre-temps, à Doha, les discussions s'accélèrent pour aboutir à un accord, cette fois-ci, entre le gouvernement et l'AFC M23. Plusieurs sources confirment la présence des États-Unis comme observateurs. L'accord final devra donc être précédé par un accord de principe. Le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur de la RDC et du Rwanda sont également signalés. Au niveau interne, l'Ouganda, l'allié de la RDC, a de façon unilatérale décidé de la réouverture de sa frontière de Bunagana. Le gouvernement congolais attend donc des explications claires sur cette décision de la part de son voisin, avec qui il a mutualisé la force dans le cadre de l'opération Umoja Wetu. Et donc, pas plus tard que lundi dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu une délégation de pasteurs conduite par le docteur Robert Kayanja, le pasteur personnel du président ougandais Yoweri Museveni. Un jour avant cela, soit le dimanche 13 juillet 2025, il a reçu le membre du bureau de la foi de la Maison-Blanche. Cette délégation de pasteurs américains était donc conduite par le directeur adjoint, le pasteur Travis Johnson. Pendant ces temps, l'initiative de paix portée par les tandems Senko et CC s'étend sur l'ensemble de la plateforme confession religieuse. La communauté donc unie de réveil avec à sa tête le pasteur Dodo Kamba rentre dans le game. Déclaration commune de l'opposition et des forces sociales suite à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Les LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo Mapon, n'est pas pris en compte. Nous allons donc en parler ensemble. Messieurs Faustin Simanga, qui est communicant du parti politique LGD. Et pour justement revenir sur les discussions à Doha et l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, M. Trésor Kibangula, analyste politique à l'Institut congolais des recherches Ebouteli, est notre invité, le tout premier de ce matin. M. Trésor, bonjour. Bonjour. Nous allons donc aborder toutes ces questions avec vous. L'accord de paix signé le 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. La première phase, on peut dire qu'elle a été bouclée. Le président Trump annonce la rencontre avec les 2 présidents à la Maison-Blanche dans 2 semaines. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'agenda américain parce que les dynamiques des discussions ont imposé de réajustement. On parlait de retrait des troupes rwandaises avant que Donald Trump serre la main de Paul Kagame. Ça, c'était au départ lorsque les Américains ont repris les dossiers avec des injonctions claires, la pression notamment sur les troupes rwandaises et du M23 de se retirer de Walikale. C'était
au moment où les Américains se sont rendus compte qu'il y avait des intérêts américains qui étaient menacés avec l'avancée des troupes rebelles et des troupes rwandaises à Walikale, parce qu'il y a des capitaux américains dans la société Alpha Mine. Et Doha a repris en ce moment-là, avec cette connexion Doha-Washington. Il y a eu des pressions sur Kigali. Et à ce moment-là, on parlait d'une possible rencontre de 3 chefs d'État, américains, rwandais et congolais, avec la condition américaine du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais avant cette fameuse rencontre. Et on a vu, le 27 juin, l'accord a été signé et on est un peu en deçà de ce que les Américains prétendaient. On n'a pas bien compris comment est-ce que très rapidement ils ont revu à la baisse cette revendication, parce que l'accord de Washington, lorsqu'on les lit, on se rend compte vraiment qu'on est même en dessous de ce qui a été convenu, ce qui a été décidé par la résolution 2773. On sait combien la RDC, à travers la ministre des Affaires étrangères, s'est battue pour arracher cette décision à l'unanimité. Mais voilà, lorsqu'on lit l'accord de Washington, on est un peu surpris, un peu dérouté. Mais c'est aussi ça, la dynamique des tractations politiques, la force, les rapports des forces aussi sur terrain, parce que lorsqu'on négocie, on négocie aussi en tenant compte des rapports des forces militaires. Donc, je pense que on va voir ce qui va se passer, mais j'estime que c'est un accord partiel, c'est un premier pas. Il y aura d'autres accords qui vont suivre, notamment Doha, mais aussi des accords commerciaux entre les pays. Certains pensent que c'est un accord qui a un penchant beaucoup plus du côté du Rwanda, désavantagé beaucoup plus du côté de la RDC. Vous, quelle lecture vous faites d'abord par rapport à cet accord signé le 27 juin dernier? Je pense que c'est un accord qui permet, en tout cas de manière globale, l'intervention américaine dans les dossiers a permis de baisser un peu la tension entre les deux pays, principalement la progression des troupes rwandaises, parce qu'en face, l'armée congolaise ne faisait que reculer. Lorsque Goma tombe, Bukavu ensuite, les rebelles continuaient à avancer vers Uvira, et ils ont même pu ouvrir un autre front pour aller prendre Walikale. Donc s'il n'y avait pas cette intervention américaine, le poids de la puissance américaine dans ces discussions, je pense que les troupes rwandaises allaient continuer à avancer sur les territoires. Donc c'est pour le Congo, c'est quand même un point positif que grâce à ces discussions, on puisse stopper l'avancée, la progression des troupes rwandaises. Et maintenant, le contenu de l'accord, il y a à boire et à manger. C'est que, comme je disais au départ, on n'a pas retrouvé tout ce qu'on voudrait voir martelé dans l'accord, notamment les retraits immédiats des troupes rwandaises, parce que il faut bien remettre les choses dans les contextes. Il y a bien des troupes d'une armée étrangère qui sont sur le territoire congolais et la moindre des choses, c'était quand même d'imposer les retraits de ces troupes avant de commencer à parler économie et stabilité. Mais ça n'a pas été fait. Oui, mais ça négocie très fort à Doha, au Qatar, entre le gouvernement et les M23. On a l'impression que les choses n'avancent pas très vite. Entre-temps, sur le terrain, les deux protagonistes se renforcent, comme si les choses laissaient de dégrader d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qui explique cette, je ne dirais pas cette faiblesse? Les Américains, on connaît Trump. Trump, quand il demande quelque chose, il faut exécuter immédiatement. Là, on a l'impression qu'il est il a un peu les mains sur le frein. Il ne veut pas me contenter son allié, le Rwanda, qui est un de ses principaux alliés dans leur sous-région. Est-ce que c'est ce qui explique que les choses avancent lentement? Je pense que les choses avancent lentement pour plusieurs raisons. Aussi parce que c'est un monsieur qui est imprévisible. On ne sait jamais jusqu'où il va aller. Aujourd'hui, il a pesé de son poids pour obtenir cet accord. La question, c'est est-ce que pour lui, pour Donald Trump, c'est une case qui est cochée? Il passe à autre chose parce que dans l'administration américaine, on commence à parler de s'occuper maintenant de la crise au Soudan. On a vu son implication en Ukraine, même si là aussi, il y a des résultats un peu mitigés. On a vu ce qu'il a fait dans la crise israélo-iranienne. Est-ce que
on fait partie, la crise dans les Grands Lacs fait partie de cette liste des tâches à faire, même si c'est pas abouti, même si c'est fait à la va-vite. Maintenant, c'est coché. Moi, Donald Trump, j'ai aidé, peut-être dans la perspective, comme certains le disent, d'avoir les prix Nobel. Alors, moi, j'ai aidé à résoudre, à faire signer, au moins, même si on ne sait pas si ça va être appliqué finalement. Mais la grande question pour beaucoup, c'est les degrés d'implication pour les suivis. Parce que c'est quand même une grande puissance mondiale. Si les Américains s'impliquent pour suivre la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Washington, même si le Congo n'a pas réussi tout ce qu'il pouvait s'attendre, ça peut être un début de quelque chose. Mais on ne sait pas, c'est incertain, on ne sait pas ce qui va se passer dans la mise en œuvre. Tout a été défini dans l'accord, sur le suivi justement de la mise en application de cet accord. Oui, l'accord défini, mais il faut savoir aussi que l'accord se base sur un document qui est aujourd'hui dépassé. L'accord se base essentiellement dans la mise en œuvre sur les CONOPS, les concepts d'opération qui a été décidé, validé en octobre 2024. À Luanda. Oui, à Luanda. Et ces documents n'ont pas été mis à jour à Washington. On a repris un document et on a dit, OK, ça va être le soubassement, un peu les dispositifs central d'application de l'accord de Washington, sachant que entre-temps, entre octobre et juin, fin juin, les choses ont considérablement évolué sur le terrain. Les troupes rwandaises ont avancé sur les territoires congolais. Ils contrôlent même les zones où sont censés être les FDLR, alors que les FDLR, neutralisation des FDLR et retrait des troupes étrangères. Je n'aime pas les concepts de levée des mesures de défense, même si on les laisse, parce que ça, c'est la rhétorique rwandaise pour dire que, en fait, on est au Congo parce qu'on se défend. Justement. Et non, il faut vraiment que ce soit clair. D'un côté, il faut neutraliser les rebelles, et de l'autre, on aurait dû imposer les retraits des troupes rwandaises au lieu de dire mesures de défense. Parlons justement de cette résolution qui ont été prises lors de cet accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Il y a eu notamment la neutralisation des FDLR, il y a eu la levée de mesures défensives, même si vous n'aimez pas trop les termes, mais ça stagne sur le terrain. Au front, rien ne bouge. Entre-temps, Trump annonce une rencontre dans les prochaines semaines entre le président Kagame et Tshisekedi, alors qu'au front, les résolutions qui ont été prises lors de l'accord de paix du 27 juin n'ont toujours pas donné des résultats escomptés sur le terrain. Est-ce que arriverons-nous à une issue favorable justement avant cette signature? Je pense que c'est trop tôt, non? Parce qu'il y a des échéances, 30 jours, 90 jours pour arriver à... Mais ça ne présage rien de bon au front. Mais la question, c'est qu'en fait, il y a des préalables. Aujourd'hui, comment est-ce que la RDC... Parce que si on se base sur les CONOPS, donc les choses doivent se faire en même temps. C'est-à-dire au moment où la RDC neutralise les FDLR. La ministre des Affaires étrangères parlait même concomitamment. C'est le terme qu'elle a utilisé. Donc, au moment où la RDC s'engage, commence à retirer, à neutraliser les FDLR, de l'autre côté, le Rwanda doit commencer à retirer ses troupes du territoire national. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on procède concrètement. Si Kinshasa considère que les FDLR sont sous les zones aujourd'hui, contrairement à octobre 2024, aujourd'hui contrôlées par les M23 et les troupes rwandaises, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les troupes rwandaises laisseraient la place aux troupes congolaises pour commencer la traque? Ou est-ce qu'il faudrait trouver un autre mécanisme, une force d'appui pour faire le boulot? Est-ce que, M. Trésor, est-ce qu'on n'est pas dans un marché des dupes? Le RCD Goma, le CNDP, le M23 ont contrôlé les parties où sont censés se trouver les FDLR. Comment est-ce qu'ils n'en ont pas fini avec cette question pour la refiler aujourd'hui à notre pays? C'est ça que moi je ne comprends pas. C'est un marché des dupes. Oui, moi j'entends cet argument. En même temps, je me dis aussi, si les Rwandais continuent à utiliser ces prétextes de la présence des FDLR chez nous, même si c'est pas une menace aujourd'hui pour les Rwandais, même si c'est pas la vraie raison de la résurgence, de la réactivation du M23, c'est aussi parce que nous, en tant qu'État, on n'a pas pris toutes les mesures pour mettre fin à ces prétextes. Si on dit que oui,
Les FDLR, c'est plus une menace, c'est 700 000 personnes, mais Boulos, mettons fait, arrêtons-les quand Vincent Karega, qui était ambassadeur Oui. du Rwanda ici, reconnaît que le FDLR c'est une force résiduelle, quand James Kabarebe reconnaît que les FDLR ne représentent aucune menace pour leur pays, mais pourquoi ils doivent utiliser cette rhétorique justement pour nous faire porter les chapeaux? Mais ça fonctionne, la rhétorique fonctionne, mais c'est à nous de enlever les tout prétextes. Si c'est Mais on force... va enlever comment? Parce que les territoires Mais sur avant qu'ils lesquels contrôlent les territoires. sur lesquels se trouvent aujourd'hui les troupes du M23 et leurs alliés, les FDLR sont dans ce territoire-là. Le gouvernement a toujours justement justifié et l'a toujours dit que les FDLR ne représentaient plus une menace. Mais est-ce que, puisqu'il y a l'accord final de paix entre la RDC et le Rwanda, ces prétextes est repris, on peut dire que c'est un échec du côté de la RDC, puisque c'est le Rwanda qui gagne finalement. On parle de la levée de forces de défense, on parle justement de la traque des FDLR, alors que nous, pendant longtemps, on a tenu ces discours pour prouver que les FDLR n'étaient plus une menace pour le Rwanda. Est-ce que c'est un échec? Non, je ne pense pas. L'échec, c'est un gros mot, je pense. C'est que dans les négociations, on tient compte des rapports de force. Lorsqu'on est à Washington, les troupes rwandaises contrôlent quand même 2 capitales de 2 provinces de l'Est. Ils ont un rapport de force militaire favorable. Et ça compte sur la table de négociation. Donc, si vous voulez que nous quittions votre territoire, qu'est-ce que nous, on a en retour? C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ces tractations, le Rwanda a réussi, depuis le Rwanda d'ailleurs, à imposer cette simultanéité de dire, OK, si vous voulez qu'on retire nos troupes, il faudra que vous neutralisiez des FDLR. Et nous sommes encore allés plus loin dans la reconnaissance de la menace, même si officiellement on dit qu'il n'y a plus de menace, mais sous le ministre Christophe Lutundula, on a même fait un plan détaillé de neutralisation de l'FDLR. Donc on a avoué en quelque sorte qu'il y avait des FDLR qu'il fallait neutraliser avant qu'il y ait les troupes ou au moment où les troupes rwandaises quittent les territoires. Ce qui s'est passé, c'est que les Rwandais, dans ces différents rounds de négociations, Luanda, Doha, avec la tête-à-tête président Tshisekedi et Paul Kagame, puis les discussions de Washington, les Rwandais ont réussi quand même à inverser les narratifs de ce qui se passe à l'Est, parce que la résurgence du M23, si le M23 est revenu sur les territoires congolais, c'est pas parce qu'il y avait une menace des FDLR, c'est pour d'autres raisons, notamment la zone d'influence de Kigali. Les pillages systématiques des minerais à l'Est du pays, parce que le Rwanda, qui vit de la perfusion financière ou de la transfusion financière internationale, si du jour au lendemain, il est coupé totalement de ce qui retire comme dividende avec la présence de ces troupes dans nos pays. Le Rwanda ce sera invivable. Oui, il y a de considérations économiques dans la crise à l'Est, mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas les restreindre à des considérations économiques, même si c'est un facteur important. Il y a d'autres considérations, le fait que c'est un mouvement rebelle qui a été vaincu en 2013 et après, on a essayé de les récupérer aussi ici. Les M23 a traîné dans les hôtels de Kinshasa pour discuter de quoi, avec qui, pourquoi. Et ensuite, dans les rapports de force entre l'ancien président et les nouveaux, il y a eu d'autres dynamiques qui ont émergé. Et les rapprochements aussi entre Kampala et Kinshasa à un moment avec l'opération Suja, la construction des routes vers Rutshuru, des zones qui sont considérées par Kigali comme des zones d'influence. Il y a beaucoup de facteurs qui ont poussé Kigali à considérer que ses intérêts sur les territoires congolais, ironie du sort, étaient menacés et il a réactivé Monsieur Kibamoula, qu'est-ce qui justifie la présence accrue du président Trump dans cette crise, sachant que dans les précédentes administrations, il n'y avait pas
la présence immédiate d'un président américain. On peut le dire à l'époque de Joe Biden, c'était très souvent les secrétaires d'État américains, Blinken, qui jouaient un peu la médiation. Mais aujourd'hui, il y a la présence directe du président Donald Trump. Est-ce qu'il y a une justification par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des intérêts par rapport à cette présence-là de Donald Trump personnellement? Je pense qu'il y a toujours eu un regard des Américains sur la crise. Même à l'époque d'Obama, il y a eu des pressions américaines pour demander au Rwanda de retirer ses troupes déjà à l'époque, parce que là, on est à une nouvelle série de guerres ou des tensions entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on a un président qui aime même se mettre en avant, trop en avant, et voilà, c'est pourquoi on les voit. Il veut que tout soit un peu théâtralisé pour qu'on le voit comme si c'était l'homme qui ramène la paix dans le monde. Est-ce que l'épouvantail chinois ne joue pas aussi? Pourquoi pas? Je pense que dans les conflits géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, les Américains aimeraient bien se repositionner sur les ressources naturelles de la RDC. Mais maintenant, dans le sud du pays, les Chinois ont presque la main sur beaucoup de mines. Ce qui pourrait intéresser les Américains, ou ce qui intéresse pour l'instant, en tout cas, les Américains, c'est plutôt les mines de l'Est, du Kivu notamment, même si stratégiquement, on pense que les Américains auront beaucoup plus d'intérêt à regarder aussi le Sud, notamment avec les hôpitaux qu'ils ont contribué à mettre en place. Mais aujourd'hui, cette crise, on constate que les États-Unis a une présence, enfin, a émis justement un regard très très vif par rapport à cette crise. Est-ce qu'il y a des, sachant que justement que dans cette partie de l'Est, les États-Unis n'avaient pas vraiment des intérêts, parce qu'il faut quand même noter qu'il y avait plus la présence des Chinois et des entreprises chinoises. Est-ce que les États-Unis d'Amérique veulent avoir aussi sa part du gâteau, et comment est-ce qu'on va faire la part des choses avec les Chinois et les Américains en même temps? Ça, on va les déterminer dans les accords qui vont suivre, parce que l'accord de Washington a été signé, c'est un accord de paix, c'est pas un accord commercial pour l'instant, même s'il y a des principes des accords qui vont suivre qui sont énoncés. Il y a actuellement des projets d'accords qui sont en discussion pour régler la question de liens, rapports commerciaux qui vont être établis entre à la fois les Rwandais et la RDC, mais aussi en bilatéral entre la RDC et les Américains. Donc, il faut peut-être patienter, attendre lorsque ces accords vont être rendus publics pour pouvoir voir les périmètres de ces deals entre RDC et États-Unis d'Amérique. Pardon Jean, autrefois on déplorait le fait que cette guerre dans l'Est du pays, on n'en parlait pas assez. Aujourd'hui, Donald Trump en parle jusque même au bureau Oval, des grands médias américains et occidentaux en parlent. Est-ce qu'aujourd'hui, ça prend une autre dimension, cette situation dans l'Est du pays? Je pense que ça a pris déjà une autre dimension lorsque, comme toujours, lorsque les troupes rwandaises avance vraiment sur les territoires congolais, il y a quand même une montée des boucliers de la communauté internationale. Il faut vous souvenir qu'après ou avant même l'arrivée à Goma, il y a une série de sanctions, à la fois de l'Union européenne et des pays, la Belgique, l'Allemagne, qui a suspendu même la discussion pour l'aide au développement pour l'année suivante. Donc il y a eu quand même à un moment donné, les Américains avaient même sanctionné James Kabarebe déjà. Depuis quelques temps, on a assisté quand même à un regain d'intérêt de la communauté internationale sur la crise dans les Grands Lacs. Voilà. Et puis aujourd'hui, la présence de Donald Trump renforce juste cette perception. Oui, mais on a l'impression que l'accord sur les minerais stratégiques est une affaire tout à fait privée, pas officielle des Américains. Ils ne veulent pas s'engager. Je prends pour exemple la sécurisation des périmètres qui seront peut-être dédiés aux intérêts privés américains aujourd'hui. On a vu l'intrusion d'Eric Prince, qui était un opérateur militaire privé. Mais pourquoi les Américains n'engagent pas l'armée américaine directement? Non, ça c'est exclu. Que ce soit dans beaucoup de conflits, les Américains ont levé l'option de ne plus envoyer des troupes sur place. Donc c'est vraiment exclu de voir. À côté, il y a l'aide militaire. En matériel et en logistique. Ça fait partie. C'est le cas de l'Ukraine, c'est le cas de l'Israël. Mais pourquoi en RDC, on a l'impression qu'ils viennent beaucoup plus en pasteurs
en grande puissance. On nous envoie qu'on le des reconnaît. pasteurs, on nous envoie des mercenaires. Ça dépend des termes de discussion. On ne discute pas avec les Américains pour qu'ils nous aident à faire la guerre. On discute avec les Américains pour qu'ils nous aident à faire la paix. En échange, on va donner les minéraux. Donc, c'est vraiment des contextes différents. Mais le président voulait une aide militaire. Comment on appelle ça? Les deals minéraux contre sécurité, contre paix. C'est pas un deal pour que les États-Unis nous aident à nous armer. Plutôt un deal pour que les États-Unis disent au Rwanda, OK, c'est fini l'ère de faire la guerre. Est-ce qu'on peut faire le business ensemble? Un business qui va profiter à la fois au Congo, mais aussi au Rwanda. C'est pas pour se faire la guerre. On faisait intervenir une armée privée. Oui, parce que les Américains ne vont pas envoyer des troupes sur place, donc il faut trouver des mécanismes. Même, il y a beaucoup de doutes sur l'intervention des capitaux américains, parce qu'il faudra investir dans des zones qui sont pas totalement sécurisées. Comment ça va se passer? Est-ce que les climats des affaires au Congo permet à ce que les gens viennent risquer d'investir des millions ou des milliards de dollars? Donc, il y a beaucoup de questions encore connexes qui sont sur la table et qui sont entrées, effectivement, de se discuter aujourd'hui. Mais espérer à la présence des troupes américaines sur place ou des équipements militaires américains pour venir faire la guerre, je pense que c'est exclu. Ça ne fait pas partie des discussions. C'est beaucoup plus comment est-ce que le Congo peut s'appuyer sur un garant de poids qui pourra peut-être, qui a des leviers pour demander au Rwanda d'arrêter de faire la guerre. Voilà, on parle également de cette levée de barrières, donc la réouverture de la frontière de Bunagana par l'Ouganda. C'est une décision qui a été prise de façon unilatérale. La RDC jusque-là se questionne. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner, a été chargée d'obtenir des éclaircissements sur cette question. Quelle lecture vous faites par rapport à cela? Une zone contrôlée par la rébellion, l'Ouganda qui est longtemps jusque-là considéré comme étant un allié sûr de la RDC, avec l'opération Sunja. Mais aujourd'hui, comment vous faites la lecture de cette situation, M. Trésor Kibangula? Je pense qu'un collègue à moi a fait un podcast là-dessus sur cet envahissant allié, c'est comme ça qu'il l'a qualifié, parce qu'en fait, c'est un allié qu'on n'arrive pas à cerner. C'est vrai qu'il y a eu l'accord initial, mais depuis, je pense que l'Ouganda ou les troupes ougandaises sur les territoires congolais font un peu ce qu'ils veulent. Donc, ils ont progressé en Ituri sans un accord préalable des Kinshasa. Ils sont venus après essayer de formaliser ici avec un protocole d'accord. Je pense qu'ils ont pris les devants depuis plusieurs temps et nous, on a juste du mal, en tant qu'État, à ouvrir des fronts. En étant en guerre aujourd'hui avec les Rwandais, stratégiquement, on doit c'est dire compliqué. On laisse faire parce qu'on Je est pense, faible ouais. au niveau En tout cas, factuellement, on laisse faire. On laisse faire parce que stratégiquement, l'Ouganda a des convergences d'intérêts à un moment donné avec les Congos et à un moment donné, l'Ouganda a aussi des convergences d'intérêts avec les Rwandais. Alors, aujourd'hui, l'Ouganda n'a pas intérêt à voir les Rwandais progresser vers les Lubero, vers Ituri, là où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans la région les zones d'influence. C'est-à-dire les deux pays estiment que les Grands Nord, c'est une zone d'influence de l'Ouganda et la partie Rutshuru, Masisi, ça c'est plutôt Est-ce que la RDC devient une zone de non-droit où tout le monde peut venir faire ce qu'il veut parce que la RDC semble être agressée et de certaines zones, elle a besoin de tout le monde pour justement venir l'aider? C'est triste. Hein. Moi, j'ai suivi la dernière sortie de Macron, même la précédente, où il disait que les mondes aujourd'hui, c'est le monde des herbivores ou des carnivores. Il faut choisir. Donc, il faut imposer les respects. Si on n'arrive pas à imposer les respects, personne ne va nous respecter. Si les autres estiment qu'ils peuvent rentrer sur notre territoire et faire ce qu'ils veulent, ils vont continuer à le faire. Et surtout, ils ont la main sur les mines, ils peuvent continuer à exploiter illégalement les richesses du pays, donc ils vont continuer à le faire. C'est à nous peut-être de profiter de ces moments de faiblesse où on utilise cet envahissant allié à la fois pour nous faire un barrage contre les Rwandais qui ne peuvent pas monter, parce qu'ils pouvaient monter à Lubero. On a vu des zones où
les troupes rwandaises et les M23 progressaient et l'Ouganda est venu pour dire, OK, les gars, vous ne pouvez pas avancer jusque-là, et ils se sont retirés. Ils ne veulent pas refaire Kisangani, là où ils se sont les zones d'influence se sont confrontées en 2000. Donc aujourd'hui, ils se respectent, mais chacun a ses intérêts. Et pour le Congo a intérêt à ce que les troupes ougandaises l'aident à protéger cette autre partie du territoire national. Ces opérations conjointes UPDF-FRDC étaient-elles une mauvaise idée? Je ne pense pas, parce qu'on n'avait pas une armée qui était à mesure de combattre les ADF. On a essayé quelques opérations sans grand succès. On a recouru aux troupes ougandaises pour nous aider à faire les jobs. Mais la question, c'est est-ce qu'il y avait une vision long terme de ce qu'on faisait avec les Ougandais en mesurant les conséquences que ça pouvait avoir sur les rapports entre les pays de la région. Donc c'est ça, si on continue à fonctionner de manière très court-termiste, donc on a un problème, on dit ok, peut-être l'Ouganda peut nous aider à le faire, sans travailler sur qu'est-ce que pense l'Ouganda, c'est quoi les dynamiques en interne. Parce que la faiblesse du Congo, c'est que nous, on ne connaît pas très bien ces pays de la région. On ne les étudie pas, on n'arrive pas à savoir c'est quoi les faiblesses des uns et des autres. Qu'est-ce qui se passe en Ouganda aujourd'hui entre les fils et les pères. Comment expliquer qu'à l'époque de Mobutu, ce pays-là se tenait tranquille? Et peut-être parce qu'il y avait un État, et on a vu lorsque l'État zaïrois a commencé à tomber, à sombrer, voilà, les troupes rwandaises sont venues. Donc il faut reconstruire l'État. Il faut construire l'État, ça c'est je pense, les préalables. Il faut repenser l'État, il faut commencer à construire l'État, construire une armée pour protéger les territoires nationaux. Pour l'instant, on ne peut pas. Alors on sous-traite aux Ougandais, on sous-traite même aux Burundais. Hein. Les troupes burundaises sont dans les hauts plateaux du Sud Kivu pour nous aider. En tout cas, ils aident eux-mêmes à combattre les rebelles. Le président a reçu les pasteurs personnels du président ougandais. Est-ce que, puisque les discussions ont également tourné autour de la question de paix dans la région du Grand Lac, précisément à l'Est aussi, est-ce que c'est une façon de dire, voilà, je vous apporte aussi un message du président de la République qui dit que, voilà, on met bas la terre, comprenez. Essayez d'expliquer les contextes de réouverture de cette frontière à Bunagana. Je ne sais pas, j'ai pas eu accès à un compte-rendu de cette rencontre. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais le fait que, comme je disais au départ, on a un allié qu'on n'arrive pas à contrôler, et c'est très compliqué pour le Congo. Et en même temps, le Congo ne peut pas faire autrement, parce que, voilà, le pays est déjà en guerre contre les Rwandais, et aujourd'hui, ce serait juste intenable d'ouvrir un autre front. Vous avez eu l'occasion de rencontrer la ministre des Affaires étrangères, vous avez eu des travaux avec lui, j'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez posé ces problèmes-là concernant l'Ouganda? Parce qu'il y a les rapports des experts des Nations Unies qui disent clairement que l'Ouganda joue un grand rôle dans la prise de Goma, par exemple. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec la ministre des Affaires étrangères pour lui faire comprendre un peu tous ces aléas, tous les contours concernant cette coalition entre l'armée congolaise et ougandaise? Oui, la ministre des Affaires étrangères est venue à une discussion, mais c'était des discussions à Chatham House. Donc, tout ce qui s'est dit ne peut pas être attribué à des personnes. Donc, c'est très difficile pour moi de dire ce qu'elle a pu nous dire, mais elle a été franche, elle a dit des choses, notamment sur la crise, mais aussi sur les discussions qui étaient en cours à Washington, parce que c'était avant la signature de l'accord. Justement, dans les jours qui viennent, il y aura cette rencontre, on l'a dit tantôt, entre le président rwandais et congolais, malgré la sortie médiatique. C'était juste après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, la sortie médiatique controversée du président Kagame. Est-ce que ça présage quelque chose de bon, ou alors Kagame est en train de tenir tête aux États-Unis parce que ses propos sont quand même dégradants pour un pays qui a signé un accord de paix, mais qui reste un peu très dubitatif à un certain niveau?
Je pense qu'on aurait espéré voir mieux, une sorte de désescalade, même verbale, entre les deux chefs de l'État, parce que c'était monté très haut à un moment donné. Oui, la sortie médiatique du président Kagame nous a un peu déroutés. C'était comme si c'était rien passé à Washington. C'est vrai que c'est très intriguant et ça renforce les doutes ou les pessimismes dans la mise en œuvre des accords qui sont en train d'être signés. Donc c'est là où j'insiste sur les degrés d'implication du garant américain, jusqu'où Donald Trump et son administration comptent aller pour faire respecter les engagements des accords. Dans quelques semaines, ils vont se rencontrer. Vous vous attendez à quoi? Un changement de narratif? Parce que de notre côté, on semble vraiment adoucir avec les tensions, mais de l'autre côté, ça monte. Est-ce que vous attendez à ce qu'après cette rencontre, qu'il y ait au moins... je pense que dans les coulisses même, ça se discute. On essaie de voir dans quelle mesure on avance. Il faut savoir que les discussions se poursuivent aussi à Doha. Donc, je pense que les canaux, peut-être, ont repris des discussions et ils vont pas débarquer à Washington et refuser, par exemple, de se serrer la main. Donc, à un moment donné, là, pendant cette période, avant cette rencontre qui est annoncée, je pense que les deux pays vont essayer de rétablir les contacts et de procéder à une sorte de désescalade. Lorsqu'on veut faire les affaires, je vois qu'on ne va pas utiliser un discours belliqueux. Est-ce que la dernière sortie du président rwandais ne montre pas ses limites? Ce n'est plus un acteur important, peut-être pour faire évoluer les choses dans la sous-région? Mais les Rwandais, pour l'instant, quand j'ai parlé de connaître aussi ses ennemis, c'est que nous, on ne connaît pas très bien ce qui se passe à Kigali. Et aujourd'hui, à Kigali, on est géré par Paul Kagame. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'est pas là? Peut-être qu'il y aura d'autres dynamiques qui vont émerger. Mais pour l'instant, le président Kagame est là. C'est lui qui va représenter les Rwandais. Et il a tenu ses propos. Et je pense aussi qu'on est encore au début d'un accord où il y a, comme je disais, c'est un accord partiel. Il y a d'autres accords qui vont suivre. Peut-être c'est aussi une manière pour le président rwandais de monter les enchères pour continuer à peser dans les discussions économiques. Stratégie. Voilà, les discussions économiques qui vont suivre. Comment est-ce que si vous voulez la paix, comment est-ce que les Rwandais peuvent trouver son intérêt dans les deals qui se négocient, les deals minéraux contre sécurité qui se négocient avec les Américains? Dans les jours qui viennent, vous allez rencontrer justement le panel de facilitateurs en tant que mouvement de la société civile. On a vu ces panels auprès de la première ministre Judith Suminwa. C'est maintenant plusieurs initiatives, le panel des facilitateurs en interne. Quelle place attribuer justement à cette démarche actuellement dans la crise? Sans dévoiler les propos des autres organisations de la société civile qui vont accompagner Ebouteli dans cette rencontre, je pense qu'il y a un besoin de clarté des mandats. C'est de plus en plus clair que Washington fait les rapprochements entre le Rwanda et la RDC. C'est de plus en plus clair qu'à Doha, on discute entre Kinshasa et les 1-23. Mais les restes, c'est un peu flou. On ne sait pas ce que l'Union africaine va faire concrètement, parce qu'il me semble, j'ai vérifié, j'ai pas trouvé des mandats clairs de l'Union africaine pour que ces panels de facilitation, avec même le médiateur fort Gnassingbé, je n'ai pas vu des mandats clairs pour s'occuper de la crise interne. Mais dans les discussions... Il était déçu. Il a dit lorsqu'il était à Luanda récemment qu'il est déçu. Il y a une hypocrisie au sein de l'Union africaine. Ouais, mais dans les concrets, en pratique, on voit que les panels de facilitation et les médiateurs essaient aussi de s'intéresser à la crise interne. Ils essaient d'élargir même ce qui est plutôt stratégiquement utile et on peut l'apprécier. Le fait que d'autres pays de la région n'ont pas été concernés par ce qui s'est passé à Washington, les cas par exemple de l'Ouganda ou du Burundi. Ils essaient de voir comment est-ce qu'on ramène ces pays aussi dans les processus de paix, et en même temps en interne aussi il y a d'autres initiatives. Donc je pense qu'il y a un besoin de clarté des missions, des rôles de chaque initiative. Oui, mais pour revenir justement à la société civile que vous représentez, vous allez rencontrer des facilitateurs de l'Union africaine. Quelle force représentez-vous sur le terrain? Pour le moment, on a l'impression
que la société civile est devenue une nébuleuse, traversée par plusieurs courants contradictoires. La société civile congolaise a toujours été plurielle. Nous allons un groupe, c'est pas la société civile, je pense qu'un groupe pourrait être. Mais en tout cas, pas du temps de Mobutu. Au début de la démocratisation, la société civile était une force. Oui, c'est elle qui avait imposé la tenue de la conférence nationale. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire pour retrouver cette force, à la fois des mobilisations, mais aussi des plaidoyers et d'informations, parce qu'il faut documenter avant de faire des plaidoyers ou des mobiliser. Il faut que les gens soient sensibilisés, sachent ce qui se passe, qui fait quoi, par exemple, depuis que l'accord de Washington a été signé, comment est-ce qu'on a vulgarisé cet accord pour montrer à la fois ses forces, mais aussi ses limites. Donc, il y a du travail à faire là-dessus par rapport à la société civile. Donc, oui, pour l'instant, il y a un groupe. C'est pas toute la société civile comme avant, mais il y a un groupe d'organisations qui a été désigné pour aller rencontrer les 2 facilitatrices qui séjournent à Kinshasa. Donc justement, comme tu l'as annoncé, Jean, les 2 facilitatrices, Hélène Johnson-Sirleaf et Catherine Samba, qui ont pas été... Hélène, c'est une ancienne chef d'État éthiopienne et de la RCA. Ouais. Qui ont été reçus justement par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous allons suivre cet élément et nous allons revenir juste après pour continuer nos analyses avec notre invité. Semble ce qu'il était possible de bien écouter Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a fait l'honneur de nous recevoir dans le cadre de la mission de facilitation que nous menons en ce moment en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Il était important pour nous, dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Nous saluons la signature de cet accord de paix qui est très important et qui permet donc d'enclencher le processus de paix. Nous voulons que la population s'imprègne de cet accord, s'approprie cet accord et que la population sache que c'est une ouverture vers une démarche pour aller vers la paix et la stabilité en République en République du Congo. D'abord, c'est un honneur pour nous de rencontrer Madame le Premier ministre, qui est une femme, et nous avons une mission conjointe de 2 femmes, anciennes chefs d'État, et donc c'est ensemble que nous avons pu partager nos perspectives et sur la gouvernance par les femmes, et ensuite sur la gouvernance d'un pays en crise, parce que toutes les 2, nous avons gouverné un pays en crise. Et dans cette expérience, nous pouvons la partager. Non, merci beaucoup. Je voudrais vous dire d'abord combien je suis heureuse d'être ici. Nous sommes venus pour une visite de courtoisie auprès des autorités, donc la première ministre de la RDC, et nous avons beaucoup appris de nos discussions. Pour résoudre un conflit, il n'y a pas une feuille de route qui s'appliquerait à tous les cas. Chaque cas est différent. Et donc, comme l'a dit Madame la Présidente Samba Panza, nous saluons l'accord qui a été signé à Washington. La paix peut venir, les initiatives peuvent venir de n'importe où. Il en est de même à Doha. Et Doha, c'est encore plus important parce que ça concerne maintenant la RDC directement. Le nôtre est une initiative de l'Union africaine. Et l'Union africaine, cela va sans dire, est la première organisation que nous aurons pour nos autres Africains. Donc, nous pensons que ça évolue dans le bon sens. Et j'espère que ça aboutira à une solution qui permettra au reste de fonctionner. Parce que quoi que l'on signe n'importe où, c'est la mise en œuvre, c'est l'application dans le pays.
Et je suis convaincue qu'en fin de compte, l'Union africaine aura le plus grand rôle à jouer dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre tout cela. Donc c'est la bonne volonté que nous avons eue, l'engagement que nous avons vu, et nous espérons que ça pourra arriver. Je voudrais ajouter le fait que vous êtes dans un pays où il y a une très forte promotion des femmes. Le bon exemple est ici, avec Madame le Premier ministre. Il en est de même pour le panel. C'est la première fois qu'on voit des femmes dans le panel. Et vous pouvez imaginer ce qu'il y a sur nos épaules, parfois frêles pour moi, elles ne sont pas très larges. Mais nous sommes déterminés à jouer notre rôle et faire en sorte que les voix de ceux que l'on n'entendait pas puissent être entendues. Une femme, elle n'est pas là pour régler les questions qui concernent les femmes. Elle est aussi là pour dire son point de vue sur tout ce qui concerne son pays. Et nous sommes très fiers d'être là et de transmettre cet espoir, de les encourager à parler. Le reste, les Congolais savent faire. Ils pourront se retrouver et régler le problème qui n'a que trop duré. Alors voilà, c'était justement les anciennes présidentes de l'Éthiopie et de la République centrafricaine. Pour revenir sur vous, M. Trésor, pour chuter justement, l'Union africaine n'a pas montré des résultats palpables dans la résolution de cette crise. Est-ce que cela prouve même la faible diplomatie de l'Union africaine? Non, c'est un jugement très injuste à l'égard de l'Union africaine. Je pense que lorsqu'on regarde ce qui a été fait à Washington, la médiation américaine s'est appuyée sur ce qu'a fait Luanda, essentiellement. Donc, ils n'ont pas eu le temps de travailler. Ils se sont appuyés sur des documents qui ont été durablement arrachés, des dispositions qui ont été négociées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, grâce à la médiation angolaise, qui est une médiation africaine. Je pense que les Africains ont travaillé. La grande difficulté de la médiation africaine, c'était l'absence des leviers, des contraintes. Aujourd'hui, sur le continent, il n'y a plus un État qui peut dire un mot et un autre s'incline. Aujourd'hui, on n'a plus des puissances africaines qui peuvent dire au Rwanda, par exemple, écoutez, retirez vos troupes de la RDC, que ce soit même sur le plan continental ou sous-régional. On a vu, lorsqu'on s'est tourné à un moment donné vers l'EAC, les troupes est-africaines étaient sur le territoire congolais avec l'espoir de la RDC de voir les Kenyans se battre contre les Rwandais. Ça ne s'est pas passé. On a vu la SADC venir nous aider, cette fois-ci avec un mandat offensif. Et ben, on a vu comment les troupes sud-africaines ont quitté Goma. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi la difficulté du continent, l'absence des leviers, des contraintes, des moyens de pression d'un pays ou d'une région sur un pays qui agresse un autre. Et ça, les Américains ou les puissances internationales ont, parce qu'ils ont capacité de sanctionner, ils donnent de l'aide économique, il y a une contribution, par exemple, des Américains à la Banque mondiale pour soutenir les Rwandais. Donc il y a beaucoup de leviers que ces puissances peuvent encore exercer. Si je comprends bien, les États-Unis ont récupéré à leur compte les acquis des Luanda et Nairobi pour leurs propres intérêts. Bon, Nairobi, c'est ce qu'il doit essayer de récupérer, mais c'est très difficile parce qu'une partie de protagonistes de Nairobi sont aujourd'hui sur le terrain. Nairobi devrait servir à démanteler, à désarmer, à démobiliser les groupes armés. Aujourd'hui, les groupes armés ont été réarmés pour aider les troupes congolaises à résister, donc les Wazalendo. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce que Doha va récupérer aussi les travaux de Nairobi, ça reste à voir, mais en tout cas, le processus de Washington s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Luanda. Voilà, messieurs Trésor Kibangula, merci pour votre présence ici sur notre plateau. Encore une fois de plus, vous êtes toujours disponible pour répondre à nos invitations. On va donc pas toujours disponible, hein. Pas toujours disponible. Mais souvent, quand il est disponible, il est très sollicité. Il est très sollicité. Je viens quand je peux. On espère être là lors de votre rencontre avec le panel de facilitateurs. Si c'est ouvert aux médias. Bah ouais. Ouais, je peux me renseigner auprès des organisateurs. Ah ouais, donc justement, on était en train de parler de la société civile. Il y a le tandem Senko ECC qui a apparemment ouvert le porte à toutes les plateformes de confession religieuse. On parle également de la société civile. On ne sait pas si vous allez vous imprégner du pacte quand.
mais au moins, il y a eu cette écurie des églises des réveils dirigée par le pasteur évêque Dodo Kamba, qui est allé rencontrer le tandem Senko et CC pour discuter autour du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Merci beaucoup, monsieur Tazoko Bangola. Merci, c'est moi. Dans le tout prochain numéro, lorsque nous aurons besoin de votre expertise, surtout. C'est moi qui vous remercie. À l'occasion de la signature des accords de Washington entre le président Tshisekedi et Paul Kagame. Si je suis là, je viendrai, avec plaisir. On va suivre donc cet élément pour prendre les côtés politiques de cette émission. D'abord, c'est un sentiment étrange de me retrouver encore dans cette salle ici. Ça fait très longtemps. Ça a été avec plaisir que nous avons été reçus ici dans cette salle par la Senko et le CCM. On nous avait promis que le moment venu, on nous appellera pour que l'on vienne approfondir, développer. C'est comme ça que nous sommes venus en ce jour, parce que les choses tendent à leur clarification. Et c'est comme ça que toutes les autres confessions devraient être non seulement intéressées, mais s'impliquer et connaître davantage. Et le format que nous avons aujourd'hui autour de cette question est beaucoup plus élargi. Et nous avons été aujourd'hui clarifiés et édifiés. Et nous affirmons que les choses sont claires et que nous pouvons apporter ce que nous pouvons à notre niveau. Je parle d'autres tendances, d'autres confessions, et telles que nous avons été contactés. Nous allons apporter quelque chose, également quelques idées pour pouvoir non seulement enrichir, mais nous approprier. Voilà comment il faudrait présenter les choses. Nous approprier également de ce projet, être pleinement dedans, car il s'agit de la République, il s'agit du pays, du Congo à nous tous. Nous sommes des pasteurs. Nous venons ici en pasteur, pas en politique. Ce qui signifie que quand l'idée est née d'un homme de Dieu, vous êtes pasteur, la moindre des choses, c'est de vous approcher, de comprendre. Ça peut être la pensée de Dieu pour vous. Ici, nous parlons Congo, nous sommes en train de construire et non de détruire, et que les institutions, les lois du pays et le reste ne seront pas enfreintes, et que tout sera mis au clair, rien que pour une bonne raison, construire le Congo, avancer la République, et apporter ce que nous avons le meilleur. Il a l'évêque Dodo Kamba, qui est le président de Communauté Unie du Réveil. Il a parlé justement de cette question du tandem Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région du Grand Lac. Récemment, M. Charles Mandiawembi, vous étiez avec le pasteur Éric Senga, c'était dans l'heure des temps, et je suis tout à fait surpris d'entendre peut-être les mêmes propos que le pasteur Éric Senga a tenu il y a presque une semaine sur ce plateau. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons suivre un extrait de l'émission que nous avons eu avec lui. Je crois que c'était mercredi passé. C'était mercredi dernier, il y a une semaine donc. On va sur donc cet élément, cette sortie, cette intervention du pasteur Éric Nsenga, et puis on revient pour prendre ces sujets sur la déclaration commune de l'opposition sur la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Pasteur, Charles a parlé tout à l'heure des autres confessions religieuses qui ont été reçues par le chef de l'État. Sachant qu'il y a toujours eu des divergences sur les points de vue entre l'ECC, la SENCO et d'autres confessions religieuses, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous êtes ensemble, vous travaillez en étroite collaboration, pensez-vous qu'il y aura quelque chose de positif qui pourrait sortir de cette union? Si l'idée de cohésion nationale ou de travailler ensemble repose sur de principes et des valeurs, je crois qu'il n'y aura jamais de problème. La difficulté, c'est quand nous basculons dans la subjectivité, lorsque nous quittons les enjeux essentiels pour tomber dans les considérations personnelles ou orientées. C'est ce qui biaise la Qu'est-ce que vous insinuez par là? Non, je clarifie plutôt que ici, que ce soit nous qui supposons être acteurs ou porteurs de l'initiative ou les parties prenantes, les concepts de cohésion nationale ne doivent pas reposer sur les attentes individuelles.
mais nous devons plutôt construire les choses autour des questions qui divisent et à partir desquelles nous pouvons dégager des consensus forts et qui pourraient aider le pays à avancer. Donc, de manière assez claire, pour être assez clair, il n'y a pas de problème personnel, ok, entre nous et les autres confessions. Mais vous avez raison, et c'est cela la crainte. C'est que vous avez même vu par expérience, nous sommes allés voir nos frères pour leur partager l'idée. En tout cas, lors des consultations, il vous souviendra que nous sommes allés voir. Mais nous étions surpris immédiatement après d'entendre, toujours par des voies de médias, que cette initiative serait pour faire partir le chef. Ce sont justement des subtilités pareilles qui, malheureusement, n'honorent pas, nous qui sommes supposés donner les modèles à la société en termes des hommes ayant un certain degré d'élévation d'esprit. Donc, il ne faut pas que nous-mêmes, nous jouons le même jeu que les politiciens. Donc, pour nous, si les principes sont respectés, si nous voulons aller vraiment dans le sens de servir le pays, parce que pour nous, les dominateurs communs, c'est le pays. L'enjeu majeur, c'est la stabilité, l'unification et la pacification du pays. Donc, si nous mettons d'accord sur ça, on peut avancer. Est-ce que cette crainte n'est pas justifiée? Parce que chaque fois que les Congolais se rencontrent, cela débouche sur une nouvelle légitimité qui chamboule l'ordre ancien. On a vu à la conférence nationale, Mobutu était dépouillé presque de toutes ses prérogatives avec la nouvelle constitution de la transition. Sun City aussi a créé une nouvelle légitimité. Est-ce que ce dialogue ne va pas déboucher sur ça? En deux temps. Premièrement, toutes ces périodes ont été transitoires. Aucune des périodes ne s'était située dans l'ordre constitutionnel qui est en vigueur. Ça, c'est un. La preuve, c'est que tous les dialogues qu'il y a eu au cours de la période de cet ordre constitutionnel n'a jamais changé l'ordre institutionnel en présence. Mais deuxième argument, parce que quand vous lirez notre rapport, vous verrez que la base juridique ou le cadre de cette approche dialogique repose sur les fondements constitutionnels. Donc, il y a l'article 63 qui fait obligation à tout Congolais de défendre le pays en cas de menace ou en cas d'agression. Mais deuxièmement, c'est la résolution 2773 qui est aussi citée comme un motif des droits qui justifie notre action. Donc si vous prenez ces deux motifs des droits et des faits, il n'y a rien à craindre dans le sens où l'idée serait d'empêcher la légitimité des institutions. Des institutions et des institutions surtout d'appui des institutions. Non, l'ordre institutionnel, clairement. La démocratie. Ça va être remis en question, non? De notre pays. En tout cas, on attend voir d'autres confessions religieuses, surtout celles qui sont allées rencontrer les chefs de l'État récemment. Mais ce sont le même. Avec, avec M. Eliba, les pasteurs Eliba. C'est le même. Oui, mais c'est un même consortium. C'est le même consortium. Même consortium. Parce qu'on a vu le pasteur Eliba avec le pasteur américain et les pasteurs ougandais, mais là, on ne l'a pas vu. On l'a pas vu. Il y a plusieurs, en tout cas, sous-branches au sein de plateformes confessions religieuses. Okay. Et donc, on va prendre cette deuxième partie de cette émission liée purement aux questions politiques internes. Récemment, il y a eu cette déclaration commune de l'opposition sur l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Cette opposition qui continue à réclamer justement un dialogue sincère, interne. Les déclarations précédentes ont voyé en tout cas la signature de LGT, le parti cher à l'ancien Premier ministre, député national Augustin Matata Ponyo Mapon, qui jusque-là reste introuvable sur le territoire national. Mais curieusement, dans cette nouvelle déclaration, on ne voit pas les LGD figurer dans la liste des signataires. Et pour en parler, on est ensemble avec monsieur Faustin Simanga. Il est communicant du parti LG2. Monsieur Faustin, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation ce matin. Et donc, justement, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus de l'opposition, vous y êtes toujours, ou la disparition de votre président national met en mal votre organisation et votre fonctionnement? Écoutez, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement, LGD en sigle, fonctionne très bien.
Au quotidien, il est géré par le camarade secrétaire général Franklin Chamala. Depuis que notre président national est porté disparu, nous continuons à fonctionner normalement, avec courage, en espérant qu'au plus vite, nous allons pouvoir les retrouver. Et la déclaration commune de l'opposition qui a été publiée, nous avons remarqué sur les réseaux sociaux, avec surprise, que les LGD n'avaient pas été associés à la signature. Et pourquoi vous avez été snobé justement à la signature? Ce n'est pas la première fois, c'est une deuxième fois où il y a une déclaration commune de l'opposition qui est publiée sans associer le LGD. Vous le savez, le LGD c'est un parti presque principal de l'opposition. Aujourd'hui, on ne peut plus parler. On ne peut plus parler. On ne peut pas parler de l'opposition sans parler du LGD. Le LGD, c'est un parti qui a un député national. C'est un parti qui a concouru aux dernières élections, qui a présenté les candidats députés partout, dans toutes les circonscriptions. C'est un parti qui est assis. C'est un parti qui est visible partout dans la République. Vous vous rappelez de la dernière campagne électorale? C'est un parti qui a montré sa force. La question ici, pourquoi vous n'avez pas signé avec les autres? Et la question là, je pense que ce qui devrait répondre, c'est il faudrait plutôt dire qu'on n'a pas été associé à la signature. Vous allez lire dans la déclaration, dans les communiqués que le parti a publiés pour réagir à cette déclaration commune de l'opposition-là, que nous adhérons tout de même au contenu de cette déclaration-là, même si on ne nous a pas associés à la signature, parce que ça reste conforme à ce que nous poursuivons comme étant la quête d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Cette déclaration commune de l'opposition-là, son contenu est en phase avec nos objectifs. Nous fustigeons justement cette méthode non professionnelle d'autres partis de l'opposition de ne pas associer le LGD. Votre leader est porté disparu. Comment voulez-vous que l'on puisse vous associer à ces communiqués? Non, mais écoutez, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement est dirigé par Matata Pouye-Mapon. Il a son secrétaire général, il y a un bureau politique, il y a les directoires nationaux, il y a toutes les structures du parti qui ne sont pas portées disparues. Le siège national n'est pas porté disparu. Les sièges restent sur l'avenue Ngouma à ma campagne. Donc vous comprenez que si on veut associer un parti politique, même si aujourd'hui son président national est porté disparu, vous pouvez passer au siège national, déposer un document, on les lit, et si besoin il y a de les signer, on les signe. Ce n'est pas l'excuse pour ne pas associer un grand parti comme le LGD. Le LGD, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, est incontrôlable sur les microcosmes des partis politiques en RDC. Mais Simanga, à part peut-être M. Sessanga qui est ici, mais les autres ténors de l'opposition qui a signé ce communiqué sont à l'extérieur, quand même. Oui, ils sont à l'extérieur, ils ont quand même signé. Ils sont sur la liste. C'est comme ça qu'on se pose la question, c'est quoi ces méthodes qui prêtent quand même à confusion et qui donnent de la force à ceux qui pensent que l'opposition serait divisée. Et ici, il y a aussi de signaler que la force de l'opposition ne réside pas dans la multiplicité des déclarations politiques ou des communiqués, mais plutôt dans l'unité. Si nous-mêmes, nous ne construisons pas l'unité dans l'opposition, ça va donner les prétextes au pouvoir que nous combattons d'ailleurs de penser que l'opposition est divisée. Par contre, il faudrait arrêter avec les méthodes non professionnelles qu'on a vues qui écartent le parti politique de l'opposition. Vous considérez cela comme une méthode non professionnelle ou peut-être les autres trouvent que vous ne pesez plus puisque votre président national, puisqu'on assiste à un cas qui n'a jamais existé, le président n'est pas absent, le président n'est pas démissionnaire pour remplacer une autre personne qui assume l'intérim, mais le président est porté disparu. Lui seul engage les partis. Le secrétaire général agit par un pouvoir de délégation. C'est parce que normal que les opposants se disent il n'est pas là, même si lui signe au nom du parti, c'est possible que son président, lors de sa réapparition, puisse annuler certains actes. Non, mais vous savez, un parti politique fonctionne d'une manière collégiale à un certain niveau. Il y a les bureaux politiques, qui est une structure qui décide sur les décisions importantes du parti.
il y a les directoires nationaux qui participent à la gestion au quotidien. Ces structures-là ne sont pas portées disparues, ils existent. Si c'est là la raison, je ne pense pas que ça serait fondé. Si on veut associer un parti politique, on part à son secrétaire général, on dépose les documents et les documents sont signés. S'il n'y a pas volonté de faire signer les LGD, on l'écarte. C'est ce qui s'est passé. C'est ça qu'on qualifie de méthode non professionnelle. C'est comme ça que nous souscrivons tout de même au contenu de cette déclaration-là, parce que nous estimons que c'est en phase avec notre lutte et notre combat. Notre parti politique, certains partis politiques de l'opposition, notre cher président Matata Ponyo-Mapon, qui est porté disparu, a toujours combattu le pouvoir actuel et nous continuons la lutte pour pouvoir arriver à un pays qui est géré avec une gouvernance de qualité. Vous combattez et un leadership les opposants, de qualité. je crois que c'est pas que le combattre, le rôle de l'opposition, c'est pas de combattre le pouvoir en place. C'est apporter justement des éclaircissements en tant qu'opposition dans la gestion de la chose publique. Mais qu'est-ce que vous appelez combattre? Combattre, c'est mettre en place les idées qui sont contraires à celles appliquées qui ne marchent pas. Pas forcément. C'est ça. Mais je vous dis, forcément. vous n'êtes pas membre de l'opposition, vous n'êtes pas acteur politique, et laissez-moi vous répondre. Non, je suis journaliste et je sais m'imprégner, je connais les rôles de l'opposition. Les textes qui réglementent l'opposition sont connus de tous, c'est pas seulement connu des opposants. Et donc, l'opposition peut aller dans le sens de contredire d'un côté, mais l'opposition peut aller dans le sens de renforcer les idées qui sont déjà mises en place par un pouvoir donné, tout en apportant son expertise pour la bonne marche du pays. Vous parlez de renforcer quoi? La médiocrité. Renforcer quoi? Renforcer les sports nationaux, la corruption. Le LGD se bat contre ce que le pouvoir en place est en train de considérer comme les sports nationaux. Aujourd'hui, le détournement est devenu un sport national qui est bien joué au ministère des Finances. L'ancien ministre sait bien jouer à ces sports-là. Donc vous comprenez que c'est tout ça que nous combattons. Nous combattons les anti-valeurs. Et il ne faudrait pas nous dire qu'on ne doit pas seulement combattre. Les combats que nous menons contre les antivaleurs, contre la corruption, c'est un combat d'idées. Et ce combat d'idées-là est aussi mené avec d'autres idées. Leadership et gouvernance d'égalité, c'est ça nos idées. C'est ça qui constitue nos armes de combat contre la médiocrité, contre la corruption et contre la mauvaise gouvernance, vous aurez compris. Oui, M. Tshimanga. La première déclaration de l'opposition que nous avions suivie ici portait la signature de grands ténors à l'extérieur. Mais cette fois-ci, on a constaté que non seulement il n'y avait pas la signature de votre parti, mais également de Martin Fayulu. Oui, vous remarquez que nous, je veux parler pour notre parti politique, je ne sais pas pourquoi ou pour quelle raison Martin Fayulu n'est pas aussi sur la liste des signataires d'un communiqué commun de l'opposition ou une déclaration commune de l'opposition. Je ne veux pas parler au nom de Martin Fayulu, je ne suis ni membre de la Mouka, ni membre de l'ECD. Je suis membre du LGD, je veux donc parler de mon parti politique et de ses alliés. Je suis communicant du LGD. Pour ce qui concerne le LGD, nous avons constaté qu'à la publication de cette déclaration commune, nous ne sommes pas sur la liste des signataires. Nous dénonçons et nous fustigeons cette méthode que nous considérons non professionnelle. S'il vous plaît, comment ça se passe lors de ces déclarations communes? Qui élabore les textes? Qui appelle? Qui signe? Comment ça se passe? Dites-nous en vrai. Mais généralement, c'est rédigé par tous les partis politiques. Comment ça, par tous les partis politiques? En même temps. Les partis qui sont signataires, il y a une proposition qui peut émaner d'un parti ou d'un autre, on met ensemble les contenus d'un communiqué et on les publie. Ou soit il y a une réunion commune où il y a les secrétaires techniques qui travaillent sur un document commun. Les représentations de tous les partis politiques sont présentes, on décide sur un texte et on les publie. C'est ça les méthodes classiques quand on veut faire un travail commun. Et le LGD n'a pas été associé ni aux réunions, ni présent sur la liste des signataires de cette déclaration commune. Vous vous sentez frustré, délaissé? Vous êtes ni chaud ni froid maintenant? Non, mais écoutez, nous avons publié un communiqué et ces communiqués détaillent notre opposition. Et je viens de vous dire que malgré que nous ne sommes pas sur la liste de signataires de cette déclaration commune, nous souscrivons tout de même, nous nous sentons solidaires par rapport au contenu, parce que c'est en phase avec l'essence de notre lutte.
Nous voulons un leadership et une gouvernance de qualité. Nous estimons que le contenu de ces communiqués publiés par les partis politiques de l'opposition est en phase avec notre posture actuelle. Conclusion, donc, il n'y a pas de problème entre vous. Il n'y a pas de problème entre nous, mais tout de même, nous dénonçons les méthodes non professionnelles d'autres partis politiques de l'opposition qui ont choisi d'écarter le LGD ou qui ont choisi de ne pas mettre sur la liste des signataires de la déclaration commune de l'opposition, le LGD. Alors, on va peut-être finir avec ça. Votre président national est toujours porté disparu. Comment vous vous sentez? Comment vous vous comportez? Quel est votre climat face à cette situation? Apparemment, depuis votre dernière déclaration également, vous avez fait un communiqué sur ça. Nous avons reçu ici, monsieur le secrétaire général, monsieur Franklin Chamala, que nous saluons. Qui m'accusait d'ailleurs de savoir qui a accusé de savoir où serait monsieur Augustin Matata Ponyo Mapon. Quel est votre climat? Est-ce que c'est normal à un pays si développé, un député national, un ancien premier ministre, soit porté disparu et vous semblez vraiment, voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Non mais écoutez, nous sommes constamment sur ces plateaux tout en cherchant notre président national. Ah, vous le cherchez toujours? Partout, nous les cherchons partout. Si jamais il est dans vos studios, prière de nous les montrer. Nous allons peut-être nous dire, moi je demande quelle est votre attitude actuellement. Vous semblez apparemment oublier cette question. Non, pas du tout. Comment pourrais-je oublier mon président national, Matata Ponyo Mapon? Il est inoubliable. Nous sommes constamment en train de le chercher. Et nous avons le courage de venir sur votre plateau chaque matin quand vous nous invitez. Il faudrait nous féliciter. Dans ces conditions, nous continuons à porter fièrement la cravate rouge. Parce que nous sommes attachés au leadership et à la gouvernance de qualité. Malgré que notre président national est en train de traverser les moments difficiles, nous sommes fermes dans nos convictions, nous restons fermes dans nos choix politiques parce que nous croyons que le leadership ou un leader face au vent et face à la tempête, il ne recule pas, il affronte les vents. Nous continuons à affronter les vents en cherchant notre président national. Quand nous allons les retrouver, nous allons continuer à mener ces combats avec lui et nous allons permettre à ce que ces pays puissent arriver au leadership et à la gouvernance de qualité qui permettra son développement. Un mot à votre leader qui est porté disparu. Vous êtes face à la caméra. Si vous pouvez lui envoyer un message, peut-être qu'il vous suit là où il est. Mais écoutez, peut-être qu'il nous suit. Et là où il nous suivrait, nous aimerions les retrouver au plus vite. Parce que le Congo a besoin de lui. Les pays ont besoin de lui. Mais en même temps, j'invite aussi les autorités à pouvoir nous aider à retrouver notre président national. Parce que c'est depuis très longtemps que nous sommes en train de porter cette voix au niveau des médias. Nous aimerions aussi que le gouvernement, qui est censé s'occuper de la sécurité des Congolais et de leurs biens, il puisse nous répondre. Depuis que nous sommes en train d'alerter sur la disparition du président national Matata Ponyo Mapon, il n'y a pas un communiqué du gouvernement nous rassurant. Il n'y a pas le ministre de l'Information et de la Communication qui parle pour nous rassurer. Nous nous inquiétons. Ça. Bien sûr que c'est son rôle. C'est quand même un ancien Premier ministre de la République. Il a servi ces pays. Oui. Les gouvernements devraient nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Mais moi, il y a juste quelque chose qui m'intrigue un peu, c'est que apparemment c'est beaucoup plus vous, sa famille politique, qui portez haut ces messages. Sa famille biologique semble être passive sur cette question. Parce qu'on connaît comment ça se passe quand un papa responsable est interpellé et porté disparu. Ses enfants, sa femme, envoient des vidéos sur les réseaux. Mais ça, avec vous, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus vous, sa famille biologique semble... Voilà, serein et normal. Mais vous savez, le parti politique porte les combats et c'est que la famille biologique pouvait dire, son parti politique l'a dit. Vous voulez quoi? Que le parti politique se taise et que la famille biologique parle. Nous sommes sa famille aussi. Nous sommes sa famille politique. Nous parlons avec force pour que nous puissions retrouver notre président national. Sa famille biologique parle à travers sa famille politique. L'espérance fait vivre et tant qu'on n'a pas encore vu une preuve matérielle de la disparition de l'ancien Premier ministre, je crois que et les membres de son parti et sa famille continuent à espérer qu'un jour, il va réapparaître.
Donc, bonne chance dans votre quête, dans vos recherches. Merci beaucoup pour cette chance. Et la chance serait de nous inviter continuellement pour que nous puissions Nous vous invitons toujours. Vous savez que les portes de Kinshasa Télévision vous sont toujours ouvertes, que ce soit à vous, à votre secrétaire général, à tous les membres de votre parti politique. Nous continuons à vous accompagner pour, Merci beaucoup pour cette impartialité. Oui, c'est la démocratie. Au moins ici, vous n'interdisez pas de citer de noms et c'est une bonne chose. Merci beaucoup, monsieur Faustin. Simanga, on vous retrouve dans nos prochains numéros de Cocorico et pourquoi pas d'autres émissions auxquelles vous êtes habitués à participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on va marquer une courte pause pour chuter avec cette émission, mais plus précisément cette fois-ci avec des questions juridiques. Récemment, il y a eu la célébration de la journée du barreau et notre troisième invité est un juriste, maître avocat, auxiliaire de la justice. Il va donc nous en parler, faire état des lieux du fonctionnement, non seulement peut-être de l'appareil judiciaire avec un avis personnel, mais de la profession de l'avocat en République démocratique du Congo, plus précisément au barreau auquel il appartient. On va marquer cette courte pause avec Joseph Mambo et puis on revient pour lui, le troisième invité. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage, nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Claire et vrai, montrer au monde notre fierté. De la culture à l'éducation, notre lumière ne se cache jamais. Avec Marius en tête, une balise dans la tempête, nous célébrons notre essence sous toutes les formes. Voilà, nous sommes de retour dans ces plateaux pour justement clôturer avec cette émission, avec ces derniers sujets qui est purement juridique. Et pour en parler, nous avons déjà notre troisième et dernier invité qui est bien maître Olivier Kimpiatou-Mvutu. Exactement. Vous êtes avocat près la cour d'appel du Congo central. Congo central, avocat au barreau du Congo central, donc, et assistant à la faculté de droit de l'université Congo. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. La journée du barreau est organisée récemment. C'était le 10 juillet. Le 10 juillet. Je crois que c'était le jeudi. Je pense bien. Je crois que c'était le jeudi, le 10 juillet, la journée du barreau. Parlez-nous de cette journée. C'est quoi concrètement? Quelles sont les activités qui sont organisées et ça vise quoi? En fait, la journée du barreau, c'est une journée commémorative de la création du barreau en République démocratique du Congo. Parce que s'il faut faire une petite historique, c'est l'ordonnance loi numéro 68/387 du 10 juillet 1968, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979, qui réglemente la profession d'avocat, celle de défenseur judiciaire et des mandataires de l'État. Alors, puisque c'est cette ordonnance qui a été prise en cette date précitée qui a créé les barreaux, et cette organisation, c'est-à-dire la journée commémorative du barreau, est d'ordre réglementaire, parce que c'est la décision CENO, c'est-à-dire Conseil national de l'ordre, barre 8, barre 87, 19 août 1987, qui dispose en son article 99.1
qu'il est tenu à tout le barreau de pouvoir organiser le 10 juillet une journée commémorative par des actions festives ou surtout par des activités scientifiques. Donc c'est à l'occasion de la journée ou de l'ordonnance qui avait mis en place les barreaux congolais que chaque barreau est tenu de célébrer cette journée avec des activités scientifiques, mais aussi festives. Ça dépend de l'organisation de chaque barreau. Et pour vous, particulièrement, c'était quelles activités que vous avez En fait, sans pourtant me faire porte-parole du barreau du Congo central, parce qu'il y a des organes attitrés. Chérine, notre bâtonnière, Madame Chérine Louzaïsou, qui est notre bâtonnière. Donc je disais, sans pourtant me faire porte-parole, parce qu'il y a des organes attitrés pour parler au nom et pour les comptes du barreau. Mais spécifiquement dans les barreaux du Congo central, il y a eu des consultations gratuites dans différents coins de la province du Congo central. Et cela a débouché par des différentes résolutions, des orientations et des consultations juridiques. Mais quelle lecture vous pouvez faire aujourd'hui sur la situation de l'avocat congolais? Nous pouvons dire que la situation de l'avocat congolais, nous pouvons faire cette lecture sous différents prismes. D'abord, sur le plan fonctionnement, on peut dire que les barreaux congolais fonctionnent très très bien parce que déjà, je donne l'exemple, le 14 octobre de cette année... Vous ne gagnez pas beaucoup de procès. Hein? Pardon? Vous ne gagnez pas beaucoup de procès. Bon, l'avocat, ce n'est pas peut-être celui qui gagne les procès. Parce que quand vous lisez l'ordonnance loi précitée qui organise le barreau, on dira que l'avocat a un rôle judiciaire et extrajudiciaire. Donc, l'avocat peut ou ne pas porter une affaire devant l'instance. Donc, la capacité de l'avocat, c'est aussi amener les parties à se concilier et à trouver des modes transactionnels extrajudiciaires de règlement des conflits. Donc, c'est pourquoi je disais, il ne faut pas seulement arriver en justice, et surtout que certains sont démunis, ne seront peut-être pas supporter le coût que pèse un avocat pour ce qui concerne ses honoraires. Vous êtes souvent confronté à des procès à forte connotation politique. Quelle est votre analyse par rapport à cela? En fait, je peux dire que nous sommes les juristes et déjà la déontologie qui nous régit n'aimerait pas qu'un avocat puisse donner des opinions sur une affaire qui est en cours. Okay? Parce que nous sommes régis par des règles qui nous obligent parfois une certaine retenue et aussi nous sommes soumis à un secret professionnel. Donc je dirais donc que dans certains procès, que certains habillent une connotation politique, je dirais que nous, on laisse que les droits puissent s'y planter les politiques. Alors, on parle de clients que vous ne cessez de défendre, mais il y a de ces clients qui sont eux-mêmes coupables, ils reconnaissent qu'ils sont coupables, mais l'avocat apparemment est tenu de les défendre. Hormis, bien sûr, le fait de plaider coupable, mais parfois, vous savez vous-même que mon client a tort. Parce que cette question est souvent soulevée dans la société. L'avocat sait que son client a tort, mais vient quand même les défendre pour essayer de changer même le narratif de fait. Est-ce que ça rentre aussi dans les cadres? On peut dire que vous mentez ou bien ça rentre dans les cadres de votre profession? Vous êtes un mensonge. Ce n'est pas du mensonge. On vous traite dans ce conditionnement d'avocat du diable? Même pas. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il est constitutionnellement garanti que toute personne poursuivie d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Donc, le fait pour un client de plaider coupable sur un fait ne reviendrait pas à dire que l'avocat qui les défend le ment. Dans certains cas, peut-être qu'il faut solliciter des circonstances atténuantes au regard du taux de la peine que le prévenu encourt. Ce qui n'est pas souvent le cas. Voilà. Ce qui n'est pas souvent le cas. Vous ne demandez pas, vous ne sollicitez pas les circonstances atténuantes, vous jurez juste sur la défense de votre client, sur son acquittement. Non, souvent c'est ça. En fait, ce n'est pas... Parce que dans tous les cas, on verrait qu'on ne déboucherait que dans ça. Parce qu'après tout, il y a quelqu'un qui a raison, il y a quelqu'un qui a tort. Et vous, au fond de vous, en tant qu'avocat, vous les savez. Oui, parce que lorsque vous parlez avec votre client dans ces consultations personnelles, les clients vous disent tout. C'est à peu près comme une consultation médicale. Donc, je disais tantôt, si je peux me rabattre sur des questions d'ordre déontologique, quand l'avocat prête serment, il jure de défendre des causes qu'il trouve justes en âme et conscience. Donc, je dirais tantôt que si pour un avocat quelconque qui défend
une personne, quand bien même que cette personne-là se trouverait dans des situations telles que sa culpabilité serait établie, je pense que ça revient à l'appréciation personnelle parce qu'on jure de défendre des dossiers qu'on trouve juste en âme et conscience. Mais que diriez-vous, par exemple, d'un de vos clients qui a gagné un procès, mais qui n'arrive pas à recouvrer ses droits? Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Au fait, pour l'exécution d'un jugement, déjà au départ, quand il faut mouvoir l'action, il y a ce qu'on appelle les frais de consignation à payer. Et si cette personne est indigente, elle peut obtenir auprès du président de la juridiction concernée ce qu'on appelle l'ordonnance de dispense. Ça, c'est pour mouvoir l'action. Mais à l'étape de l'exécution des décisions judiciaires, on peut obtenir ce qu'on appelle l'ordonnance en DB. C'est-à-dire, si la personne qui veut faire exécuter un jugement n'a pas de moyens, alors en ce moment-là, s'il obtient une ordonnance en DB, elle peut être considérée comme indigente et il n'y aura pas de frais qui seront mis à sa charge. Mais si le jugement est couvert par ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, que l'exécution de ce projet tarde toujours, que fait l'avocat en ce moment-là? Bon, en fait, il y a des mécanismes de droit qui sont prévus parce que l'exécution d'un jugement au pénal comme au civil est vraiment différente. L'exécution est différente. Au pénal, c'est le ministère public qui exécute les jugements, notamment les ministères publics. Au civil, par exemple, c'est la partie concernée qui doit mettre les moyens à la disposition du greffe d'exécution pour exécuter un jugement. Donc, nous disions tantôt que c'est un peu peut-être le manque des moyens financiers qui peuvent amener qu'un jugement qui a été coulé en force des choses jugées ne puisse pas être exécuté. Mais prenons les cas du pénal. Là. Le pénal où le ministère public est censé exécuter une décision judiciaire, mais que ces ministères publics peinent justement à les faire exécuter. Bon, là, il est de son devoir. Nous prenons les cas. Monsieur Dimanja, soyez plus précis dans les cas que vous évoquez. Oui, et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le huissier de justice. Il y a une organisation de huissiers de justice qui se sont donnés pour mission de faire exécuter des jugements que l'avocat n'arrivait pas à faire exécuter. Oui. Aujourd'hui, on peut, moyennant transaction avec le cabinet des huissiers de justice pour faire exécuter un jugement. Notamment, c'est dans leurs attributions, bien sûr, la profession d'huissier de justice qui est une profession aussi libérale comme celle que nous exerçons. C'est-à-dire ils ont plus de possibilités d'exécuter des jugements au regard des prérogatives que la loi les reconnaît de manière expresse. Donc je pense que je peux répondre à cette question de cette manière-là. Parlons du prodéo que vous n'aimez pas en vrai, les avocats. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas de moyens pour se payer ou alors pour avoir un avocat, lui, la loi permet c'est qu'on puisse lui commettre un avocat, exact. Mais avec la médiation du barreau. Mais vous évitez les prodéos, c'est-à-dire vous n'aimez pas plaider pour Dieu gratuitement. En fait, déjà au départ, parce que l'admission dans les corps ou dans la profession d'avocat s'est fait en 2 étapes. D'abord, quand l'avocat prête serment, c'est-à-dire s'il a rempli les conditions requises par l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979, c'est-à-dire s'il prête son premier serment et qu'il est admis sur la liste des stages, l'avocat stagiaire est tenu de plaider dans des dossiers prodéo. C'est là qu'on... Là, vous mettez en mal le client, parce que si c'est un avocat stagiaire qui n'a pas encore de l'expérience, c'est comme si déjà vous scellez les sorts de ses clients. Je peux finir, s'il vous plaît. Si vous me laissiez finir, peut-être que j'allais déjà vous répondre. Allez-y. C'est-à-dire, l'avocat stagiaire est toujours sous l'encadrement d'un maître des stages. C'est-à-dire, quand il va revenir pour prêter son 2e serment et être inscrit au tableau de l'ordre, il va présenter un certain nombre de dossiers, notamment les dossiers prodéo. Donc, il ne s'agit pas ici d'une question de fuir les dossiers prodéo, mais c'est une obligation peut-être pour un avocat stagiaire, et surtout que quand on est commis d'office, et moi j'ai déjà été commis d'office plus d'une fois et je n'ai jamais rebroussé chemin, donc je plaidais les dossiers prodéo. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avocat congolais, vu l'état de la justice actuelle, arrive à bien faire son travail? Est-ce que la justice congolaise vous aide, vous, en tant qu'auxiliaire de la justice, à bien faire votre travail? Déjà, la première disposition de l'ordonnance précitée qualifie l'avocat comme un auxiliaire de justice. Donc, ça signifie qu'étant auxiliaire de justice, il est aussi, d'une part, responsable de l'avancement ou du recul de la justice. Donc, je dirais plutôt,
Dans notre contexte, c'est vrai qu'il y a certaines contraintes, mais jusqu'à preuve du contraire, les avocats exercent librement leur profession sur toute l'étendue du territoire national. André Junior a parlé des procès politiques. Je crois qu'on peut prendre même les cas du procès Moutamba, où les avocats crient toujours il n'y a rien de droit, il n'y a que la politique du début à la fin. Est-ce qu'en ce moment-là, on vous aide à bien faire votre travail? Bon, en fait, nous pensons qu'il y a beaucoup de mécanismes que la loi a établis. Par exemple, dans une situation où vous vous sentez devant un tribunal qui est en crise ou en manque d'impartialité, la loi prévoit des mécanismes, notamment la réquisition ou la suspicion légitime, c'est-à-dire que vous ne voudriez pas que votre affaire soit connue devant une juridiction telle et que cela soit renvoyé devant une autre. Donc la loi a mis en place certains mécanismes pour contourner, d'accord, les aspects purement subjectifs lorsqu'on sent que peut-être un juge ou un magistrat se trouve dans des situations de manque d'impartialité. C'était la journée du barreau, le 10 juillet dernier, mais il y a un problème entre le barreau, que ce soit les barreaux qui sont de l'intérieur et les barreaux d'ici. Ici, il y a Kinshasa, Gombe et Kinshasa, Matete. Au Congo central, dans toutes les provinces, il y a plusieurs barreaux. Oui, oui. Mais il y a un problème des rapports de force entre les barreaux. Apparemment, vous formez un corps, les avocats, mais vous n'avez pas le même rapport de force. Je ne sais pas les rapports de force par rapport à quoi exactement. Les avocats, lorsque vous venez plaider ici à Kinshasa, il faut le dire. Oui, oui. Parfois, on vous demande, je ne sais pas quelle pièce justificative pour qu'on puisse... C'est vrai que ces questions parfois sont banalisées par les juges, mais on vous demande de vous conformer aux normes de barreau d'ici. En fait, l'ordonnance loi qui nous régit, je pense que si je cherche la disposition, je peux la trouver, dit plutôt, je ne vais pas à l'encontre de la décision du Conseil national de l'ordre, qui est l'organe suprême, je peux dire ça, de cette manière-là. Mais la loi que je viens de préciter prévoit qu'un avocat qui quitte son ressort pour aller prester dans un autre ressort doit rencontrer les présidents de la juridiction devant laquelle l'affaire va être connue et présenter ses civilités. Donc, en d'autres termes, la décision du Conseil national dont je me réserve le pouvoir de pouvoir émettre les appréciations était juste venir renforcer ce que la loi avait déjà prévu, c'est-à-dire un avocat qui quitte son ressort et dans le ressort d'un autre tribunal doit rencontrer le président de la juridiction et lui présenter ses civilités. Et donc, votre barreau n'a jamais connu de collusion entre les avocats et les magistrats? Bon, je peux dire que dans des cas isolés, ça ne manque pas. Ça ne manque pas dans des cas isolés. Dans des cas isolés, c'est-à-dire ce ne sont pas des cas qui sont récurrents. Mais dans certains cas, il y a toujours peut-être certaines collusions qui peuvent être d'ordre subjectif, c'est-à-dire des appréciations personnelles. Mais l'avocat qui a suivi les cours de déontologie est toujours tenu au respect de ces règles sans lesquelles peut-être pouvait être sanctionné. Quel est votre avis, pour finir, par rapport à l'accès au barreau des avocats nouvellement ou fraîchement venus de l'université? Moi, on a atteint 5 ans en payant plus de $800, $700 par mois. Mais après, il faut qu'il passe par un concours avec une somme colossale. Après, vous passez 1 an de stage parce que vous allez encore dépenser $1 000 ou $1 500, la touche. Et après, pendant ce temps, il faut payer les cotisations annuelles. Est-ce que ça facilite l'accès à la fonction ou alors à la profession d'avocat? Moi, je vois ça de notre angle parce que l'on veut avoir une crème la crème des crèmes, au fait. La crème des crèmes ne dépend pas de moyens financiers. Non, en fait, vous avez parlé du concours. Non, laissez-moi parler parce que vous avez parlé du concours. Donc, il faut que nous puissions passer, je peux appeler ça purgatoire, pour que les barreaux puissent avoir, parce que la profession d'avocat, c'est une profession noble qui nécessite certaines capacités, certaines réflexions. Et ceux qui sont appelés à devenir avocats doivent justifier d'une certaine moralité, d'une certaine compétence. C'est pourquoi d'ailleurs les barreaux aussi peuvent omettre des avocats qui n'arrivent pas à satisfaire au concours des CAPA, par exemple, incapacité scientifique. Donc moi je pense que s'il faut analyser cette situation, c'est beaucoup plus dans le cadre de pouvoir admettre au barreau des gens, des avocats, des futurs avocats qui seront en même de défendre la société, de défendre les intérêts des particuliers. Le côté scientifique dépend du côté pécuniaire.
Vous n'allez pas me dire le contraire. Au fait, les côtés pékiniens, si je peux dire, c'est la réglementation de chaque barreau. Et je pense d'ailleurs que ici au Congo, c'est peut-être moindre par rapport à d'autres barreaux étrangers. Donc ça tient toujours compte de la situation conjoncturelle aussi d'un pays. Et je ne pense pas que les sommes qu'on paye sont très colossales en rapport de ce qu'un avocat peut gagner en contrepartie lorsqu'il commence à prester comme tel. Logiquement, tout Congolais doit avoir un avocat. Chaque Congolais, chaque famille. Toute personne est libre d'avoir un avocat. Toute personne est libre. Toute personne est libre. Je ne sais pas si vous en avez. Hein? Bien sûr, on a des avocats. Ouais. Et donc, merci beaucoup, Maître Olivier Kimpiatou, pour votre disponibilité. J'espère qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu le temps. On aura des questions d'ordre juridique ou judiciaire qu'on aimerait auquel on aimerait que vous puissiez intervenir, apporter votre expertise judiciaire, qu'est-ce que je dis, votre expertise scientifique du côté de la science, puisque vous êtes assistant des universités, pas que de l'UQAM, hein, des autres universités aussi. Oui, de la province, bien sûr. Votre crème de crème, comme vous le dites, intellectuelle, pour nous éclairer quant à ça. Merci pour votre patience. Vous êtes le tout premier invité à arriver. La ponctualité, les sérieux d'un avocat. Monsieur Charles Dumondia. Merci. Malgré quelques désagréments au cours de l'émission. C'était vous aujourd'hui, hein. C'était moi la semaine dernière. Cette hécatombe de grippe et le froid qui l'accompagne. J'espère que vendredi prochain, je serai en forme. La tasse de thé que vous avez pris n'a rien fait. Charles est exclu pour les États-Unis. Ah ouais, vous êtes exclu pour les États-Unis, hein, parce que là, il fait beaucoup plus froid. Marius est en train de suivre, voilà. Je préférerais rester dans mon pays. Oh là là. Et donc, merci surtout à vous de nous avoir suivis. Un grand plaisir, comme je le disais tantôt, de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 16 juillet 2025, après presque une semaine d'absence. On est là, de retour, pour vous servir avec le même plaisir. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a aidés à être chez vous. Grand merci à Josaphat Mombo qui était à la fois à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Gaylor Vangadio qui était au four et au moulin, prise des vues, prise des sons. Merci beaucoup à Marius Monga pour la coordination. Un grand merci aussi à André Junior pour la préparation de cette émission. C'est vous qui étiez derrière. Un travail d'équipe. On l'a fait tous ensemble. Oui, mais chacun apporte sa pierre. Et donc, merci. Et sous l'encadrement, bien sûr, du tout doyen, M. Charles Dumondia Wembi, on se retrouve donc vendredi avec d'autres sujets. Le même plaisir sur Kinshasa Télévision. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis dans Cocorico et d'autres sujets en perspective. D'ici là, portez-vous bien. À vendredi. Au revoir. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève. Reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité